démarrer cette conférence du festival Exist qui va tourner autour de la création d'une pièce hip-hop. Bonjour à tous et à toutes, je suis Louison, je travaille pour Culture Valère. On est une association qui a 3 missions principales qui sont celles de faire de la mise en réseau des acteurs et actrices culturelles entre eux, mais aussi avec des acteurs d'autres domaines. Celle d'être un bureau d'information et conseil, et dans ce bureau, on propose des formations qui pourront probablement vous intéresser en tant qu'artiste. J'ai pris des petits flyers avec, n'hésitez pas à en prendre à la fin de la conférence avec vous. Et notre 3e mission est celle de faire la promotion des événements culturels en Valais, des institutions, des acteurs et actrices culturelles. Et ça nous occupe pas mal. Comment est-ce que les choses vont se dérouler pour cette conférence? On va partir sur un échange d'environ 40 minutes avec nos intervenants et intervenantes du jour. Je vais leur céder tout de suite la parole pour qu'ils puissent se présenter parce qu'on se présente jamais mieux que par soi-même. Et puis après, si vous avez des questions pendant, notez-les. On prendra 15 minutes en fin de conférence pour échanger avec vous. Et je sais que les artistes se tiennent aussi à disposition après la conférence si besoin parce que le timing est serré. À 14h30, il y a les battles. Donc, je me tourne vers vous. Soli, volontiers, si tu te présentes en premier, c'est parti. Alors, moi, c'est... Le micro, ouais. Bonjour. Moi, c'est Soli, j'ai 32 ans et je suis originaire de Martigny. Je fais du crump depuis 2013. Donc là, ça fait bientôt 12 ans. Et quoi de plus? Vous me direz si vous voulez en savoir plus. Mouroulou, volontiers. Moi, c'est Moboulou Mamouchi, artiste mouvement, aussi un peu activiste avec un projet cause pour la visibilisation des cultures street et clubs et autres cultures en marge de la société ou nées en marge. Et ça fait aussi à peu près 12 ans que je crâne. Et puis maintenant, un peu en lien avec des institutions aussi. Merci. Et Mackenzie. Bonjour à vous, je m'appelle Mackenzie Berger, je suis chorégraphe, pianiste franco-haïtien, je suis basé en Bretagne, à Lorient, en France, et voilà. Il y aura certes après. Alors, on va partir dans un premier thème. On va tourner autour de 3 thèmes autour de la création hip-hop. Le premier, c'est qu'un projet, il doit commencer. Donc, en fait, en général, qu'est-ce qui vous fait démarrer un projet pour la scène? Et Mouvoulou, dans une interview, tu disais, créer sur bitume ou sur le plateau, c'est un autre exercice. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur le plateau? Quelles ont été tes premières idées de dire, maintenant, je vais sur le plateau et je quitte un petit moment de bitume? Hey. Pour moi, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe quand on est en train de participer à des battles, quand on performe. Il y a des fois des très beaux moments et qui arrivent des fois sans qu'on les ait vraiment entraînés comme ça. Et c'était de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je prenais davantage de temps de réfléchir à mon propos et de pas toujours... saisir ces opportunités de battle un peu en me laissant traverser par ce qu'il y a sur le moment. Pour moi, c'est venu de là. Et après, c'était, du coup, il fallait changer de format parce qu'une minute, une pièce d'une minute, c'est compliqué à la vendre, même à l'envisager. Du coup, c'était commencer avec des pièces plus courtes, plus longues, mais courtes, donc des pièces de 15 minutes, et voir déjà en 15 minutes qu'est-ce qu'on arrivait à traverser et quelle histoire on arrivait à raconter. Ok, merci. On reviendra un peu plus tard sur comment est-ce qu'on arrive à transposer le bitume après sur le plateau aussi et que tout soit un tout cohérent. Mackenzie, pour ta part, qu'est-ce qui fait en général que tu démarres un projet pour la scène? Alors, pour ma part, moi j'ai un parcours un peu varié, c'est-à-dire que j'ai à la fois côtoyé le milieu dit underground et en même temps j'ai été profondément ancré dans le milieu un peu plus académique. Donc il y a les 2 paradigmes qui se mêlent lorsque j'envisage d'entrer dans un processus de création.
j'ai côtoyé les milieux voilà, de la compétition. Donc, c'est sûr que c'est, comme tu le disais, un tout autre enjeu en termes de timing, etc. Et en même temps, enfin, j'ai longtemps, enfin, depuis très longtemps, été plongé dans l'aspect beaucoup plus académique, c'est-à-dire comment envisager une pièce. Enfin, j'ai eu un parcours qui m'a du coup ancré en fait dans ces questionnements. Et donc je fais pas de dissociation entre ce que tu disais, bitume et la scène, parce que en fait finalement ces deux perceptions, elles font partie de mon expérience en tant que chorégraphe. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, c'est un peu complexe, ça demande de rentrer plus en détail, mais l'idée c'est ce qui dit danser pour soi, danser dans un contexte de compétition, c'est un tout autre enjeu que de se projeter à envisager de créer une pièce pour un théâtre. On est dans des enjeux qui sont quand même différents. Les timings sont différents. Ça demande d'avoir quelques notions aussi dans l'art du récit, autrement dit la dramaturgie, puisque c'est pas que de la danse, c'est comment elle se transpose et qu'est-ce qu'elle raconte finalement dans un contexte qui est différent. Et donc, comme je le disais tantôt, moi j'ai été plongé dans toutes ces réalités, de comment créer une pièce, l'art du récit, la dramaturgie, comment justement le geste peut prendre une dimension autre dans des espaces différents. Donc voilà, c'est des choses qui ont toujours été présentes, et c'est ce qui m'anime. Après, bien évidemment que c'est le propos. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas? Je pense que c'est ce qui me motive à entrer dans un processus de création, enfin je crois. J'espère. J'espère. Mais en tout cas, c'est d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a à dire, et puis ensuite, bien évidemment, qu'il y a tous les outils à découvrir ou à explorer. Merci. Et Soli, toi, tu es plus interprète sur des pièces. Ça m'intéresse un peu de savoir comment on est venu te chercher pour être interprète sur des pièces qui se sont déroulées dans les théâtres. Ça a quoi été ta première expérience théâtrale en tant qu'interprète? Moi, on est venu me chercher souvent. Ça a commencé parce qu'on m'a vu durant des battles, par exemple, et on a aimé l'atmosphère, l'énergie que je dégageais pendant les battles. Et aussi, il y a toujours eu une partie où c'était un échange avec le chorégraphe. Donc, il m'approche, on discute, il aime bien ma personnalité, plus il aime bien ma danse. Donc, ça l'intéresse de voir qu'est-ce que ça pourrait donner sur la pièce. Donc, moi, c'est souvent comme ça qu'on est venu m'approcher, parce que de ce que je dégageais dans les battles, en fait, ils arrivaient à imaginer ce que ça pourrait donner dans une pièce. Et voilà. Et pour toi, ça a été spécial de monter sur scène et de dire que tu devais te raconter, mais de manière plus chorégraphique et moins battle, justement? C'était spécial, mais c'était surtout très intéressant, parce que j'ai enchaîné beaucoup de battles, d'exhibitions, et en fait, ça arrivait à un bon moment où j'avais besoin d'une nouveauté ou d'un nouveau challenge. Et du coup, pour moi, c'était hyper intéressant de découvrir la danse sur scène différemment qu'à travers un battle, avec un format de 1 minute ou 2 minutes. C'était un bon challenge pour moi de retravailler la chorégraphie, parce qu'il y a des années en arrière, et même mes premières expériences dans la danse, c'était dans la chorégraphie. Mais pendant presque 10 ans, j'ai pu toucher à la chorégraphie. Donc, c'était intéressant de revenir à ça et de mélanger avec mon interprétation et mon freestyle à des moments donnés. Ok, merci.
toujours dans ce même ordre d'idée, un peu de la genèse des projets chorégraphiques, Mackenzie, tu disais, il faut qu'on ait quelque chose à dire, c'est pour ça qu'on le met en scène et qu'on vient sur scène. Du coup, quelles sont vos inspirations pour vos projets? Est-ce que c'est votre quotidien? Est-ce que c'est des musiques que vous entendez qui vous font démarrer quelque chose, des films que vous voyez? Est-ce que c'est un mélange du tout? Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'une des pièces sur lesquelles vous êtes en train de travailler actuellement? Comment ça s'est passé? Quelles ont été vos inspi? Mougoulou, peut-être? Euh, je rejoins Solier dans ce qu'elle dit par rapport aux rencontres. Il y a des fois des idées, je pense qu'on en a tous plein. En tout cas, il y a plein d'idées qui nous visitent, mais après, on peut pas toutes les exploiter. Et des fois, c'est par le biais de rencontres et de discussions que d'un coup, il y a quelque chose qui paraît évident. Il y a comme, c'est comme si ça devient un propos qui revient. Il y a beaucoup de synchronicité qui se passe par rapport à ce propos. Moi, je suis quelqu'un qui lit aussi un peu beaucoup. Donc, il y a aussi dans les lectures, des fois, des choses comme ça qui peuvent nourrir des idées. Et après, en tout cas, moi, des fois, je me dis, ah ben ça, ce serait un projet intéressant. Et je le mets souvent de côté. Et puis après, comment la vie va se dérouler, des fois, il y a ces moments où ça a l'air d'être le moment d'exploiter certaines idées qui étaient dans les tiroirs. Donc moi, si je prends un exemple concret, la dernière pièce, Mamouchi, Portrait pour Amandine, c'est un peu un carnet de voyage engagé où je parle de ma famille du côté paternel. C'est une pièce qui a démarré vraiment d'une rencontre avec Faustin Linekula. C'est un grand nom de la danse contemporaine africaine et mondiale vraiment. Et on s'est rencontrés, on a discuté forcément du Congo, de nos familles, parce que quand on est congolais un peu partout, on parle du Congo. Et c'est en parlant comme ça que on s'est rendu compte qu'il y avait deux Congos différents, deux expériences du Congo, ou même du fait d'être congolais, qu'on trouvait intéressant. Et on s'est dit, ce serait intéressant que quand tu es au Congo, la prochaine fois, tu viens chez moi, moi je viens chez toi, quelque chose qui est quand même assez... Enfin, qu'on vit tous quotidiennement. Et on a eu la chance qu'à ce moment-là, il y ait le directeur du théâtre de Vidi, Vincent Baudrier, qui nous propose de faire ce voyage comme un voyage de résidence et de recherche. Et donc là, d'un coup, ça s'insère dans un projet alors que c'était déjà une intention de tout simplement se rencontrer. Donc ça, c'est concrètement comme des fois ça se met en place. Et tout le travail sur ma famille du côté paternel, c'est quelque chose que j'ai entamé déjà depuis l'adolescence. Donc finalement, ce tiroir, j'ai pu sortir un peu ce qu'il y avait et puis développer avec lui. Merci beaucoup. Mackenzie, tu l'as évoqué, la dramaturgie, c'est important pour toi. Tu m'as laissé entendre que c'était comme une colonne vertébrale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Non, mais là, pour faire un simple, la dramaturgie, ça reste quelque chose avec lequel on est à peu près tous coutumiers d'une certaine manière. C'est-à-dire que qu'elle s'insère aussi dans notre quotidien. C'est à quel point on a cette sensibilité à être dans une dynamique de partage avec celui qui regarde, celui qui observe. C'est-à-dire que, pour simplifier, moi quand je parle de dramaturgie, c'est dès lors où on tente de tisser un lien avec celui qui observe, de pouvoir être presque manipulateur de ses émotions. Lorsqu'on regarde un film, il y a des moments où on est pris par des moments de tension, des fois des moments d'attente, des fois des moments un peu plus dynamiques. Et tout ça, c'est orchestré finalement par le réalisateur. Donc, celui qui écrit, finalement, cherche à rentrer dans un dialogue et à toucher presque la psyché de celui qui observe. Pareil pour le livre. Lorsqu'on regarde un livre, il y a tout un rythme finalement qui parfois va susciter une certaine émotion. C'est dans ce sens-là où je mets de l'importance à ça, parce que c'est finalement ça qui permet d'amener de la nuance dans le récit et de susciter du coup des émotions diverses. Donc c'est dans ce sens-là où je trouve que c'est essentiel, parce qu'on est tous coutumiers des livres et des films,
Et on a tendance justement à être confronté à cette réalité. Donc, c'est dans ce sens-là où je considère qu'elle est importante, pas que dans le domaine chorégraphique, elle s'applique finalement dans plein de domaines artistiques, par la musique, le geste, le théâtre, le film, enfin, tous ces médiums finalement sont... Il y a justement ce récit intrinsèque en fait qui compose, et c'est ça qui est à mon sens essentiel lorsqu'on entre dans un processus de création chorégraphique. Et c'est le sujet. Merci beaucoup. Soli, tu disais, voilà, il y a des rencontres avec des chorégraphes et puis après, tu peux mettre ton art dans leur projet. Du coup, comment est-ce que tu traduis les idées des chorégraphes en mouvement? Est-ce que tu as eu totale liberté par rapport à ce qu'ils te demandent? Est-ce que c'est un travail construit? Comment est-ce que ça se passe? Là, actuellement, enfin, la pièce dans laquelle je suis en tournée actuellement, le chorégraphe, en fait, il avait une structure. Il a posé la structure c'est 1 heure de pièce. Donc, il a juste posé la structure. Et en fait, à partir de cette structure, il voulait qu'en fait, nous, on interprète quand on se laisse aller, quand on se laisse guider par les émotions que ça nous engendrait, par n'importe quoi, les souvenirs, les idées qu'on avait. Et en fait, de sa structure, en fait, moi, j'apprends sa structure. Et d'une fois que je la maîtrise, en fait, je teste quelque chose. Si ça me plaît, je l'approfondis. Si ça me plaît pas, je repars sur autre chose. Et en fait, en discussion avec le chorégraphe, si ça lui convient ou pas, j'approfondis ou je pars sur une autre idée. Mais en général, c'est comme ça que je fais. Est-ce que c'est dur des fois de se faire entendre dire que c'est pas là qu'il faut aller et qu'il faut changer de voie dans ce qui a été proposé? Pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Je fais confiance en ma liberté. Donc, si on me dit que c'est pas le bon chemin, je vais en chercher un autre, mais avec plaisir, parce que moi, j'adore vraiment tout ce processus de recherche, de création. Donc, c'est même c'est un plaisir. Trop bien. On entend là, et je crois que c'est pas que pour les projets artistiques, mais tout projet en général, on n'est pas tout seul dans les projets. Et à partir de quel moment est-ce que vous décidez de vous entourer d'autres personnes pour vos projets, que ce soit musicien, créa lumière ou d'autres choses? Mogo, par exemple. À partir de quel moment, je pense que ça dépend à chaque fois du projet et du propos, et puis aussi des compétences que j'ai, que je pense avoir. Et donc, j'ai l'impression que c'est plutôt que, comme on met nos compétences au service du projet finalement, il va y avoir un moment où on se rend compte que le projet a besoin de plus d'expertise, d'un autre regard. Et puis, du coup, c'est vraiment dans le processus. Je pense pas qu'il y a un moment opportun. Je pense que de commencer, par exemple, tout de suite avec toute l'équipe, si on n'a pas l'habitude, ça peut être compliqué de donner une direction au projet. Je pense qu'il y a des fondations à établir, comme tu parlais de structure. Je pense que il y a toujours un porteur de projet, puis que cette personne, elle a quand même déjà une vision de où elle verrait le projet aller. Et je pense qu'après, à un moment donné, cette personne, elle va naturellement chercher à compléter un peu sa caisse à outils, des fois à l'aide de personnes, des fois c'est à l'aide aussi de ressources. Enfin, ça peut prendre plein de formes. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quand même un bon 50% qui se fait parfois seul. Ça, c'est ce que je pense. Et après, il y a une autre moitié qui va être complétée par d'autres personnes. Et après, même, il y a encore un autre volet où en fait, on recommence des fois dans le processus créatif. Sur cette base-là, on peut recommencer à soit refaire un bout de chemin seul et compléter avec d'autres personnes. En tout cas, de mon expérience, c'est le projet qui décide, ou bien le propos qui décide.
Et puis de faire un peu de direction artistique et de dire justement aux gens avec qui tu travailles, c'est comme ça que je voudrais aller. Et s'il y a des gens qui se confrontent et disent, ouais, mais moi je verrais plutôt les choses de cette manière-là, comment est-ce que tu réagis? Euh, Ça, c'est la personnalité de chacun, hein. J'ai vu plein de choses, plein de manières de faire. Et personnellement, là, sur les pièces que j'ai faites dernièrement, euh, c'était des seuls en scène, euh, portés par moi. Donc, il y a un moment donné où c'est soit j'ai l'impression que la décision de la personne qui est dans le projet, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Euh, ou soit il y a mon ego qui me dit non, c'est toi qui sais, c'est ton idée, c'est ton projet. Mais j'ai l'impression que quand on est dans un processus comme ça de création, il y a beaucoup de curiosité qui fait que souvent on aime explorer. Après, il y a bien sûr un moment où il va falloir décider et trancher, mais j'ai pas l'impression que ça se fait dans le conflit. Il y a quelque chose avec la scène et de manière générale avec le fait de justement se connecter aux autres qui fait qu'il y a des choses qui sont quand même évidentes. Ça marche pas. Enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et du coup, c'est juste d'essayer des fois de mettre l'ego de côté pour juste être connecté à ça. Est-ce que ça marche? Si ça marche, c'est pas mon idée. On avance, on gagne, on est tous ensemble. Donc voilà. Mhm. Merci beaucoup. On va partir un peu sur une deuxième thématique qui est plutôt celle de la création, même si on l'a déjà abordée, il y a tout qui se recoupe, hein, on l'a compris. Mackenzie, quel défi que tu n'imaginais pas t'as rencontré en arrivant sur les scènes plutôt des institutions culturelles? Parce que je sais que tu as dansé dans des musées, tu as dansé dans des jardins, tu as dansé dans des scènes de théâtre. Qu'est-ce qui est différent dans ces milieux-là par rapport au bitume, même si tu n'aimes pas trop le... Et ce qui diffère, c'est l'histoire. C'est l'histoire du lieu. Je, je suis sensible à l'histoire des espaces. C'est-à-dire que dans mon travail chorégraphique, en effet, j'aime pouvoir confronter mon geste à des espaces divers et variés, parce que c'est une manière aussi de faire rencontrer mon parcours historique et le parcours historique d'un espace. C'est vraiment l'idée de cohabitation, de rencontre, et ça vient forcément amener le récit, le geste, euh, vers quelque chose qui, à mon sens, a beaucoup d'importance. Et je le vois jamais comme un défi, parce que c'est une volonté. Et j'aime pouvoir arriver dans un espace et être dans un premier temps dans un processus d'étude, c'est-à-dire de qu'est-ce que le lieu raconte, quelle est son histoire, de même remonter plus loin, mais s'il y a encore des réminiscences archéologiques, en tout cas alors, tout dépend des musées, dans quel contexte ce musée a été créé. Souvent les musées n'est pas des histoires qui sont urbaines, on ne peut pas entrer dans le détail, mais c'est intéressant. Euh, et, euh, et j'aime pouvoir, mine de rien, faire se rencontrer ces différentes historicités entre mon corps, mon geste, mon propos et le propos, l'histoire du lieu. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et en effet, on ne danse pas pareil dans un théâtre ou dans un musée, c'est évident. En tout cas, en essence, je parle. Peut-être d'un point de vue esthétique, peut-être que oui, mais j'aime en tout cas être dans un processus d'investigation, c'est sûr. Ça me stimule, ça donne encore plus de sens à ce que je fais, carrément. Hmm, merci. Soli, tu tournes beaucoup avec la compagnie Art Track. Quand vous sortez de scène, que vous êtes peut-être, je ne sais pas, à la rencontre du public, un public qui est peut-être pas habitué à voir ce genre de pièces chorégraphiques, quel retour est-ce que vous avez de la part du public? Que c'était très beau. Euh,
Non, en général, c'est un retour qui est très, très positif. D'une part parce que il y a peu de pièces où c'est 100% féminin. Que là, déjà, c'est une pièce avec un chorégraphe et qui a voulu se lancer dans le projet de créer une pièce avec que des femmes, parce que c'était pas quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. En général, c'était que des hommes ou c'était mixte. Donc déjà, les gens, ils aiment beaucoup quand ils voient que des femmes sur scène. Et c'est aussi la mixité. Parce que dans ce groupe de femmes, il y a du crump, il y a du hip-hop, il y a du contemporain. Et ça plaît beaucoup dans la pièce parce qu'au fur et à mesure de la pièce, on voit tous les mondes qui arrivent petit à petit, parfois qui se rencontrent. Parfois, on rentre tous dans le monde de quelqu'un ou on va dans le monde de l'autre. Enfin, et il y a des moments d'individualité et ça plaît beaucoup. Et en général, c'est beaucoup de retours par rapport à ça. Et aussi parce que les gens, ils peuvent s'identifier. En fait, cette pièce-là, elle parle du Covid. Donc, en fait, le monde entier a été impacté par le Covid. Et en fait, les gens, ils arrivent à s'identifier par une ou par l'autre émotion au fur et à mesure de la pièce. Donc, Merci. Moboulou, comment, quand tu crées une pièce chorégraphique, tu trouves le bon équilibre entre freestyle et chorégraphie écrite pour peut-être pas trahir l'esprit hip-hop? Euh, Bon, moi déjà, je suis creupeuse, donc il y a quelque chose dans le crump qui est déjà assez particulier euh, par rapport au storytelling, par rapport à comment on structure la danse, comment on travaille, en tout cas sur nos outils qu'on a dans notre danse, où il y a déjà un peu des esquisses de vocabulaire chorégraphique, en fait, c'est déjà là, c'est donné. Il y a déjà aussi des esquisses de comment faire lien avec le public, comment maintenir une énergie, la lâcher, etc. Enfin, c'est des choses avec lesquelles on travaille déjà, peu importe le contexte, que ce soit un contexte de session, de lab ou de battle. Donc du coup, pour moi, c'est pas vraiment un équilibre en termes de freestyle versus en guillemets chorégraphie. C'est plutôt comment essayer de, de respecter l'énergie que demandent les différentes parties de la pièce. Et des fois, ben, l'énergie, elle demande à être, je sais pas, peut-être très épurée, avec des lignes très claires, avec, enfin, peu importe ce que ce moment-là demande. Et donc, du coup, peut-être que ça va plus aller vers la chorégraphie. Mais en fait, même la chorégraphie, par rapport à la pratique que j'ai, le crump, la chorégraphie dans le crump, c'est quelque chose qui est un peu à double tranchant parce que comme c'est une danse un peu happening, tu vois, c'est une danse aussi du moment, en fait, on essaie de construire un momentum pour arriver à une porte qui nous amène à l'endroit rêvé où on a l'impression qu'on est en train de boire du lait dans un cocoon. Ben, du coup, chorégraphier ça, c'est comme si on ne se permet pas d'arriver à cette porte-là. Il y a quand même... Mais de pouvoir l'utiliser pour construire, ça peut aider quand même à monter assez haut. Donc, nous, on a cette contrainte. Je ne sais pas si c'est la même contrainte dans le hip-hop, mais qui fait qu'il faut qu'il y ait de la place pour de l'impro. Après, l'impro, elle peut être très dirigée. Les outils peuvent être très clairs qu'on développe dans notre impro. Je pense que même les personnes ici qui vont faire le battle, vous avez quand même dans votre boîte à outils, vous avez des concepts, des entrées, des sorties, on a quand même des choses qu'on utilise qui, dans le freestyle, du coup, nous donnent un sens de direction. Donc, il n'y a pas d'équilibre, il y a ce que la pièce demande. En fait, est-ce que tu penses à ça quand tu es en train de créer, que tu dois trouver un équilibre ou pas du tout? Absolument pas. Ça, je pense que c'est aussi, au début, peut-être c'était comme ça que je voulais aborder
un peu, ah, maintenant j'ai une pièce, 15 minutes, il faut que ce soit chorégraphié, que je me rappelle des chorégraphies, et c'était, je pense, de la peur qui me faisait aller dans cette direction-là, parce que je pense qu'au début, j'arrivais beaucoup aussi avec un espèce de syndrome d'imposteur, ah, l'institution me donne cette opportunité incroyable et magnifique que je ne peux pas rater. Euh, j'ai toute ma communauté derrière moi. C'est jamais si sérieux que ça, quoi. Donc, je pense que j'avais peur et donc, du coup, je voulais m'accrocher à la chorégraphie comme une garantie que j'allais réussir à faire. Et au bout d'un moment, en fait, ça s'est pas fait comme ça et tant mieux, vraiment, tant mieux. On arrive presque déjà au moment du Q&A, mais je vais encore prendre une dizaine de minutes avec vous pour aborder un troisième thème qui est celui de la diffusion. Mackenzie, je sais que ta pièce Autothérapie, la première, elle aura lieu à Hambourg. Du coup, comment est-ce que tu imagines une pièce Autothérapie ou une autre dans un lieu et comment est-ce que tu la vois déjà pouvoir aller dans d'autres lieux pour pouvoir la diffuser? Parce qu'on sait toujours qu'on crée à un endroit, qu'on est en résidence dans un autre endroit peut-être, mais qu'après, si on veut que ça aille plus loin, ça doit pouvoir s'adapter. Comment est-ce que tu processes pour ça? Alors, j'ai une philosophie particulière vis-à-vis de la diffusion. Mais ça ne tient qu'à moi. C'est justement, en tout cas, j'aspire à rester cohérent entre ce que moi je défends en tant que chorégraphe et ce que je propose aussi en tant qu'artiste avec des pièces chorégraphiques. J'ai jamais été dans une volonté, en tout cas pour le moment, pour cette pièce particulièrement, ce solo, dans une dynamique de diffusion excessive. Que je m'explique. J'aspire, et ben c'est pour rester cohérent avec ce que je suis et ce que je défends, à garder précieux un processus et de pas constamment être dans une volonté de chercher des espaces pour jouer, mais plutôt de trouver les bons espaces pour présenter mon travail. Et avec mon équipe artistique, c'est sur ces questions-là qu'on se penche. C'est-à-dire on ne toque pas à toutes les portes. Voilà. On essaye de trouver des partenariats et des endroits qui vont résonner avec le propos. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à être partout et à être au bon endroit, selon ce que l'on défend. Et donc, moi, j'ai commencé mon processus de recherche il y a 3 ans pour ce solo. Voilà, j'aime bien prendre le temps et d'ailleurs, je me lance aussi sur une prochaine création pour fin 2027, donc c'est dans longtemps. Et c'est parce que j'aime prendre le temps, ne pas brûler les étapes, pour vraiment bien étayer son propos et sa recherche chorégraphique. Et donc, quand j'ai commencé il y a 3 ans mon processus de recherche sur mon solo, on était déjà dans ces questions avec les partenaires qui nous suivaient. C'est-à-dire, il y avait des partenaires qui étaient déjà sensibles à mon travail et du coup, de fait, la collaboration s'est faite instinctivement. Et puis, il y a eu d'autres qui se sont joints et qui ont trouvé aussi un intérêt par rapport à ce que je défendais. Mais c'est toujours d'un commun accord, je le précise. C'est-à-dire que je ne cherche pas à profiter de toutes les opportunités juste pour pouvoir rentrer dans un processus de production avec suffisamment de fonds et ensuite avoir suffisamment de dates de diffusion. Pour être plus pragmatique sur ce solo Autothérapie, avec mon équipe artistique, on s'est dit qu'on allait la jouer 7 fois. Et après, c'est terminé. J'ai écrit aussi, donc on est en train d'élaborer un livre, et la réminiscence de ce projet, ça sera sous forme d'un bouquin, d'un ouvrage. Parce que c'est aussi important selon ce que je défends, d'être au bon endroit et de pouvoir faire les choses en adéquation avec les valeurs.
Donc, pour ce solothérapie, il y a déjà depuis 2 ans justement des endroits où, en fait, sera diffusé. Mais ça sera fini, hein. On passe à autre chose. Et les endroits, vous les choisissez comment? C'est des appels, c'est des entretiens avec les personnes des lieux? Comment ça se passe? C'est-à-dire que je suis un peu audacieux. Moi, je pense à mon projet, à mes propos, à ce que je souhaite défendre. Et parfois, oui, je toque à des portes improbables. Des lieux que je trouve... par exemple, l'année dernière, je me promenais en Bretagne et il y avait une plage énorme à Saint-Jean-du-Doigt. Et je lui dis, mais cet espace, j'aimerais jouer là. Ouais, c'est compliqué de jouer dans des plages comme ça, par toute une réglementation. Et puis finalement, on a été au bout de ce concept. Et donc, du coup, la pièce a été programmée dans un festival et le lieu a été à la place de Saint-Jean-du-Doigt. Trop bien. Donc, en tant que chorégraphe, ce qui m'importe aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'histoire du lieu qui m'intéresse et ce qui m'évoque par rapport à ce que je défends dans ce rôle. Et parfois, ce qui va faire sens, ça va être des espaces qui n'ont pas l'habitude d'être fréquentés pour de la performance. Parfois, ça va être des espaces, des théâtres. Parfois, ça va être un mix d'espaces divers et variés. Enfin, Merci. Soli, avec la compagnie, vous tournez France, Allemagne, tu m'as dit. Est-ce que tu vois une différence dans la manière d'être accueilli dans les lieux en France, en Allemagne? Est-ce que les choses aussi, dans le montage de la pièce ou quoi, quelle différence il y a un petit peu dans les différents lieux dans lesquels t'es passé? J'ai pas vu forcément de différence dans l'accueil. On a toujours été accueillis chaleureusement, que ce soit en France ou en Allemagne et même dans les différentes villes qu'on a parcourues en France. Par contre, je vois des différences au niveau de la disposition de la salle, l'espace qu'on a. Ça change beaucoup. Du coup, plusieurs fois, on a dû s'adapter. Des fois, on avait une énorme scène. Donc, il faut qu'on réadapte et qu'on voit les choses plus grands, les mouvements plus grands. Parfois, on a eu des scènes plus petites que ce qu'on a eu. Donc, même chose, il faut réadapter. Mais mis à part ça, aussi au niveau des lumières, dans certaines salles, on peut se permettre d'aller au bout des idées qu'on avait eues initialement avec les lumières. Dans d'autres salles, par exemple, c'est pas possible. Donc, il faut trouver une solution pour trouver quelque chose qui se rapproche le plus de notre idée. Mais mis à part ces points-là, au niveau de l'accueil, de la pièce, ça provoque pas vraiment de changement. C'est vraiment juste une adaptation au niveau de l'espace, de la lumière, comment se caler sur une lumière qui est différente ou voilà, comment se déplacer sur un espace où habituellement on a 1 mètre et là on a peut-être 2 mètres, enfin des petits détails. Mouvoulou, t'as aussi... Après, je viens vers vous pour les questions. Moi, j'arrête. Mouvoulou, est-ce que tu as aussi vécu ces peut-être soucis techniques de diffusion ou d'imaginer, la pièce, je la vois là, et de te mettre aussi un cadre, je vais pas la jouer plus que tant de fois, ou au contraire, tu préférerais qu'elle puisse tourner? Par rapport à la technique, comme j'ai commencé d'abord par des pièces courtes et qui étaient légères au niveau de la technique. Je pense que c'était parce qu'il y avait plein de choses que je maîtrisais pas et je voulais pas me perdre un peu. Et en fait, je me suis senti hyper à l'aise avec le fait d'avoir peu de choses et de devoir composer avec peu. Quelque chose qui est intéressant du coup quand ça fonctionne avec peu d'éléments. Donc là, même la dernière pièce qu'on a faite, c'était aussi dans le but de pouvoir la jouer dans des lieux divers variés et avec l'objectif en ligne de mire de pouvoir la jouer en Afrique et au Congo, dans la cour à ma grand-mère, c'était l'objectif. Et donc du coup, pour nous, c'était hyper important que
elle soit comme ça malléable, qu'on arrive à avoir une substance qui puisse un peu respecter son contenant. Et ben, la question, du coup, elle se pose autrement. Elle se pose plutôt justement dans le choix des lieux. Moi, comme c'est une pièce qui parle du Congo, j'avais envie quand même que beaucoup de Congolais la voient. Et donc, du coup, d'être dans beaucoup de villes où il y a une forte diaspora congolaise. Finalement, ça a été le cas parce que en Suisse, on l'a joué principalement à Lausanne, mais on a pu mobiliser la communauté. En France, on l'a joué à Paris. La communauté, c'était un peu plus compliqué, mais ça arrive. Et puis là, on va la jouer en Belgique. Donc, il y a aussi cette histoire avec le Congo. Donc, de pouvoir aussi mobiliser la communauté. Donc, pour moi, ça devient aussi, il y a le choix du lieu, mais il y a aussi les pièces, on les crée pour qui? Et ça va, si c'est pour le grand public, je sais pas qui c'est, mais il y a apparemment un grand public, ben du coup, il faut ratisser large parce que les gens sont partout, quoi. Et donc, où est-ce qu'on va pouvoir présenter notre travail? Après, quand c'est des pièces qui sont des fois destinées à nous-mêmes, bah, du coup, la question du public, elle se pose autrement, la communication, elle va se faire autrement, même ouais, tous les choix vont s'aligner aussi. Ben, vraiment, ça, tout est vraiment en lien avec le propos. Après, je pense que, par exemple, une thématique comme le Covid, enfin, voilà, c'est des thématiques qui ont touché tellement de personnes, principalement en Occident, mais partout dans le monde. Que du coup, ben, bien sûr qu'on a envie de la montrer partout. Là, mes pièces, moi, je suis un peu... Comme la danse, ça a toujours été mon petit jardin secret, mon petit refuge. C'est un rapport que j'ai envie de garder avec la danse. C'est quelque chose qui est précieux, que je protège. Donc moi, mes pièces, j'invite les personnes que j'ai envie de voir quand je regarde dans le public. Donc ça fait que je vais pas pouvoir aller partout, mais je suis OK avec ça. Après, si on parle du fait que on a maintenant de plus en plus de festivals, de battles, d'événements qui se passent dans des institutions, et donc il y a un nouveau réseau qui se crée, comme ici d'ailleurs, il y a un nouveau réseau qui se crée un peu d'avoir la possibilité d'être dans une institution et d'avoir un bout des personnes qui ont les grilles de lecture de nos outils. Ben, pour moi, ça, c'est un réseau que j'ai envie de continuer à un peu explorer parce que ouais, j'ai aussi des fois besoin que mes amis et mes collègues et d'autres rappeurs partout dans le monde puissent aussi voir le travail que je fais avec comme outil le crap, quoi. Merci beaucoup pour vos interventions. Je me tourne vers le public. C'est parti pour les questions. Vous levez la main, comme à l'école, puis je vais vous donner le micro. Toujours de la peine à se lancer au début, mais après... Ah yes, trop bon. Salut, Leslie, enchanté. Je voulais savoir si dans votre processus de création, quand vous êtes arrivé sur la scène, si vous avez senti un sentiment de changement dans vos personnes et si déjà dans un premier temps vous en êtes fier et si vous pouvez développer chacun, si possible, c'est pas une question ciblée, la manière dont ça vous a apporté dans la vie de tous les jours et en tant que danseur. Que moi je dissocie et peut-être que vous ne dissociez pas. Alors moi, j'ai senti un changement dans mon corps parce que moi, j'ai un travail dans l'éducation à côté de la danse. Donc, en fait, j'ai l'habitude d'avoir 3-4 jours dans la semaine dédiés à la danse et le reste, je suis au travail. Et je choisis aussi tous les événements auxquels je veux participer. Je décide d'accepter ou non un booking. Donc, j'ai vraiment cette liberté-là de dire, bah, là, je veux beaucoup de danse, je veux beaucoup d'événements, donc j'accepte. Là, j'en veux moins, j'ai besoin de plus me retrouver. Et dans la créa où je suis, je me suis retrouvée pendant plusieurs semaines, tous les jours, utiliser mon corps, tout le temps.
Et je me souviens d'une fois où pendant 2 semaines, on a travaillé tous les jours du matin au soir et j'avais un battle entre deux et j'arrivais plus à utiliser mon corps, mais dans le format battle. J'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui était différent et du coup, j'ai dû apprendre à jongler entre moi, Sully, quand je suis en mode créa et moi, Sully, quand je suis en mode battle ou quand je suis en mode session, etc. en fait. Et je dois... j'ai dû apprendre à connaître mon corps sur un autre format dont j'avais pas l'habitude. J'espère que ça répond à ta question. Donc la question c'était changement. Hein. Ouais, non, explique. Ce que ça Ouais. a apporté. Pour moi, le changement, ça a vraiment été d'accepter que le mouvement, c'était aussi ma voix. Moi, je suis prof de langue, je pense dans le canton de Vaud. En tout cas, c'est ce que j'étais avant cette année. Et je prends une année de break. Et en fait, il y a tout un côté perfo, hein, quand on est prof, il y a tout un côté où voilà, on arrive devant les élèves, faut montrer quelque chose pour avoir quelque chose aussi d'eux. Et pour moi, ça, c'était totalement à part de la danse, justement, mon petit jardin secret. Et il y a le moment où j'ai commencé à porter ces projets de pièces un peu plus longues, où il y a un peu tout qui s'est allié, en fait. J'étais totalement dissocié. Il y a des gens qui me connaissent il y a 10 ans, et je pense qu'il y a une évolution qui est personnelle, humaine, parce que apparemment, je suis devenu une adulte entre-temps, et qui maintenant ont accès vraiment à moi dans mon entièreté, plus ou moins, alors qu'avant, on voyait que le masque que je devais porter dans ce contexte-là. Il y a un alignement qui s'est passé à partir du moment où j'ai accepté de porter des projets qui auraient aussi ma trace. Et du coup, oui, le changement, mais c'était un changement vraiment pour le mieux, hein. Parce que du coup, mes élèves aussi, ils ont pu savoir que j'étais danseuse, parce que ça je cachais. Parce que je me disais, ah oui, mais après, comment ils vont me voir? Enfin, j'étais vraiment, vraiment, quand je dis dissocié, c'est que j'essaie vraiment de séparer tous les mondes. Même ma famille m'avait pas vu danser. Pour moi, c'était vraiment mon petit. Et quand j'ai tout rassemblé, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé, c'est que c'est beaucoup moins fatigant, en fait, d'être juste soi, quoi. C'est quand même assez cool. Et donc ça, c'est aussi grâce à ce processus créatif, quoi. Moi, pour répondre à la question, j'aurais dû commencer par là depuis le début, parce que moi, je suis le fruit d'une hybridation culturelle. C'est-à-dire que, c'est vrai que tout à l'heure, on parle de la culture hip-hop de manière générale, mais j'ai pas été éduqué que dans ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait pas ça de changement, parce que en fait, j'ai été composé de mon plus bas âge par énormément de choses. Et j'ai pas commencé la danse avec la danse hip-hop, même si je danse. Mon grand frère m'a transmis la danse hip-hop, j'avais 5 ans, mais je faisais autre chose avant, et j'ai fait autre chose après aussi. Donc c'est-à-dire que pour moi, la barrière, elle est invisible lorsque j'ai un pied dans n'importe où j'ai un pied. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des espaces. J'essaie d'être à l'écoute de l'espace, mais en essence, je ne change pas. Je m'adapte, je me conforme. Mais voilà, et puis oui, j'ai fait des battles, mais c'est pas ma ligne directrice non plus. Et j'ai vraiment un autre rapport aussi, enfin le rapport au freestyle, c'est quelque chose que je nourris au quotidien, mais j'ai pas que cette éducation-là. J'ai fait des danses traditionnelles haïtiennes, beaucoup, et j'en fais encore. Donc c'est des danses qui sont cérémoniales, rien à voir. Là, on n'est même pas dans le paradigme de la performance, mais dans le paradigme de l'élévation. Donc j'ai une dynamique de cohésion collective donc on est déjà dans autre chose. Et donc moi j'ai un pied dans tout ça.
en même temps. Et, et donc, c'est pour ça que je dis que je suis le fruit de cette hybridation. Je ressens pas de changement, juste je me conforme à l'environnement, quoi, de l'espace. Ouais. Merci. Oui. Salut, moi c'est Steven. Je voulais savoir quand vous créez votre pièce ou même pour autre chose, que ce soit du freestyle ou vos projets perso dans votre bulle, à qui vous demandez des retours et quels sont ces retours? Est-ce que vous les appréhendez pour certaines personnes, par exemple votre famille? Je sais que personnellement, quand je crée, je sais à qui demander des retours techniques, des retours plus un peu pour me rassurer. Est-ce que vous demandez pas de retour? Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Merci. Je prolonge. Moi, les retours, c'est vrai que c'est une question intéressante. Moi, je me confie aux personnes de confiance, tout simplement. Moi, par exemple, il y a ma femme qui est juste derrière. Souvent, c'est à elle que je partage toutes mes réflexions, processus, le processus dans lequel je suis, etc., etc. Mais je le fais pas avec tout le monde parce que ça reste une bulle qui est à préserver. Et parfois, lorsqu'on est encore on est encore dans l'esquisse de quelque chose, c'est important de le conserver pour pas que ça se démantèle. Et donc, ça demande d'être dans un rapport de confiance pour que ça puisse germer, en fait, finalement. Voilà, pour être succinct. C'est vrai que moi aussi, je te rejoins totalement. Il y a des personnes de confiance et ces personnes de confiance, c'est pas forcément des personnes qui ont une pratique artistique ou créative. Il y a, pour moi, il y a différents types de cercles, mais moi, j'ai également mon mari qui, lui, il n'aime pas se dire artiste, mais moi, je suis convaincu qu'il l'est quelque part. Et il a un regard totalement différent parce qu'il n'est pas dans mes milieux. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est passionné de musique, qui est passionné de livres, euh, et qui du coup comprend déjà à ce niveau. Donc nous deux, nous sommes congolais, donc il y a aussi une tradition de la danse, de l'échange, enfin, à travers la danse qui est un peu culturelle. Et du coup, je sais qu'il y a certaines choses, c'est intéressant de les partager avec lui parce que je vais pouvoir avoir des retours. Et puis, ouais, c'est quelqu'un aussi qui est très honnête. Il va pas essayer d'être gentil pour me faire plaisir ou pour pas me blesser à ce moment. Donc, c'est à moi de demander au bon moment parce que la réponse, elle va de toute façon être honnête, quoi, par rapport à certaines choses. Et quand je dis honnête, c'est apprendre ou à laisser, mais en tout cas, c'est ce qu'il en pense. Et donc ça, c'est intéressant des fois d'avoir ces deux sons de cloche. Et après, il y a des personnes dans mon entourage qui ont des parcours, enfin, on se suit un peu du regard, comme ça, on est toujours un peu au courant de ce que l'un et l'autre, même si on n'est pas impliqué, on reste au courant. Et c'est des personnes que j'apprécie amener à des moments précis de mon processus où j'ai besoin d'un regard... moi, j'aime pas ce regard extérieur, mais juste où j'ai besoin que quelqu'un puisse réfléchir avec moi ou répondre aussi à des questions ou poser des questions. Euh, et puis, voilà. Donc, c'est les personnes de confiance, on les connaît, mais après, pour moi, c'est pas limité aux gens qui se disent artistes. Euh, je sais pas, c'est comme les gens qui font de la musique et qui font écouter ça à leur grand-maman, ben, c'est un feedback qui est tout aussi précieux que celui d'un producteur, mais ça dépend ce qu'on cherche à ce moment-là comme input, en fait, pour moi. Salut. Ouais, et moi, comme ils l'ont déjà dit, c'est évidemment personne de confiance, mais aussi à des personnes
authentique. Pour moi, j'ai besoin les personnes de confiance, déjà, ça comprend les personnes qui connaissent le monde dans lequel je suis et d'autres personnes qui connaissent pas du tout ce monde, qui savent pas la lire, parce que je trouve ça intéressant en fait d'avoir les deux points de vue. Autant quelqu'un qui connaît, mais autant quelqu'un qui connaît pas, qui puisse me dire en fait ses émotions, sa lecture de ce que je présente. Et quand je veux dire authentique, en fait, j'aime. Moi, en tout cas, j'ai besoin que si quelqu'un me fasse un retour, qu'elle soit cash, qu'elle puisse me dire clairement, ah bah voilà, là c'est très intéressant, mais là c'est dommage, ça donne l'impression que c'est un peu bâclé. Enfin, qu'ils me disent vraiment les choses telles qu'elles sont. Parce que parfois, il y a des personnes, c'est pas méchant, hein, mais elles n'arrivent pas. Oui, voilà, exactement. Et en fait, elles n'arrivent pas à te faire te remettre en question. Parce qu'elles vont dire, ah, mais c'est trop lourd, c'est parfait, c'est comme ci, c'est comme ça, mais sans aller dans la profondeur et sans provoquer une remise en question. Oui, voilà. On me souffle dans l'oreillette qu'il y a la possibilité de poser une dernière question parce que l'heure des battles 14h30 arrive à grands pas. Donc, on prend volontiers une dernière question. Une main sur la... Oui, j'ai arrêté. Yop yop yop, c'est pas ici. Je peux vous bonjour. Ah là les amis, ouais je suis là. Du coup, question que je me suis posée très récemment, et puis je trouvais ça intéressant de pouvoir la partager avec vous, fait qu'on n'a pas la possibilité de discuter ensemble plus souvent. C'était de savoir si pour vous, est-ce que la danse hip-hop ou crap est-elle contemporaine? Ah damn, ouais je sais. Et là vous me regardez avec des yeux. Ah. Donc voilà, c'est ma question. Parce que la danse hip-hop ou crap était contemporain ou fait ou est allié avec le milieu contemporain. Quand tu dis contemporain, de quoi tu parles? Très intéressant. Par définition. Par définition. L'époque? Alors, l'époque contemporaine, mais moi je parle de la danse. Ah, d'accord. C'est important. Et c'est important mais ce sera aussi important de l'explication, donc quelle est la différence? Carrément pas. Non, mais parce que si on dit qu'elle est inscrite dans l'époque contemporaine, je dis oui. Ce serait être dans le déni que de l'accepter. Nous vivons dans une époque qui est contemporaine. Si on parle de l'époque, oui. Maintenant, si on parle du mouvement culturel et chorégraphique, ces deux histoires qui se ressemblent, mais qui, bien évidemment, ne sont pas liées. On parle d'une culture hip-hop qui est née par l'oppression dans les années 70 aux États-Unis. Déjà, même nous, bref, c'est encore un autre sujet. Une culture qui est née dans un contexte géographique bien spécifique, on ne peut pas l'associer à une histoire qui est apparue dans une autre zone géographique. Maintenant, pour amener de la nuance, aujourd'hui, on est dans une époque où les frontières deviennent de plus en plus... elles se fissurent. Et il y a une hybridation qui émerge de ça. Et de plus en plus, finalement, il y a des personnes qui sont le fruit de ces deux courants. En Europe, par exemple, il y a des personnes qui sont les deux dans l'historicité. Maintenant, si on prend le côté historique, non. L'époque, oui. Selon moi. Ouais, exact. Moi, je suis aussi d'accord. Enfin, ouais, qu'on parle de culture, on parle d'une histoire, on parle aussi d'espace. Du coup, pour moi, c'est clair que le hip-hop, j'ai décidé que je parais pour les hip-hop. Vous voulez
vous ne voulez pas, mais que le hip-hop et le crump s'inscrivent pas dans cette histoire. Et après, maintenant, par rapport à cette hybridation, par rapport au fait que les danseurs hip-hop, danseuses hip-hop, les danseuses crump, maintenant ont envie d'aller dans d'autres espaces, ben ça crée d'un coup cette rencontre. Mais il y a aussi du coup une hybridation parce qu'à partir du moment où on se déplace dans un autre espace, ben le corps aussi il va s'adapter. Quand on change la temporalité du propos qui va être dansé, ben tout ça, ça va s'adapter à ce nouvel espace. Mais pour moi, jamais ça redéfinira la culture qui est née et qui est pertinente où elle est née, quoi. Et ça, c'est pour moi, en plus, ce serait quand même assez audacieux de vouloir le changer ici, quoi, de définir le hip-hop ou le crump ici comme une danse contemporaine, alors qu'à la base, on n'était même pas là, quoi. Exactement. Donc, voilà. Mais si je rebondis, cette évolution-là, dont on parle, hein, cette mixité, cette hybridation, n'est-elle pas juste le mouvement, enfin l'évolution de cette culture qu'on est, qui est le hip-hop ou le crump? Et c'est-à-dire que vouloir là, se dire qu'on est hybride, ce serait nous, entre guillemets, encore nous rallier à ceci, et juste plutôt dire que nous sommes une évolution de par nos histoires et nos époques, que nous aujourd'hui nous vivons différemment d'avant, et que nous avons la possibilité de nous exprimer de manière différente, et que de par ce fait, nous sommes hip-hop, non pas parce que, nous sommes hip-hop tout court, non pas parce que on vit dans la rue ou etc., mais c'est parce que à travers nos époques, on a évolué ainsi, et que du coup, aujourd'hui, on a la possibilité de s'exprimer comme on le souhaite aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Et si je prends par exemple le cas du crump, celui tu me diras si tu me rejoins, il y a quelque chose qui est très cohérent de comment le crump est né et s'est construit comme culture. Et quand on est en train de vivre sa best life au centre d'un cercle crump, dans une allée sombre, tu vois, entouré par 2 voitures et qu'on fait un round qui nous émeut, pour moi, c'est pas la même énergie qu'on sent autour de nous et à l'intérieur de nous que quand on fait ce même passage, même dans un battle. Et si ce battle, il est déplacé sur une scène, c'est plus la même énergie qui nous traverse. Et maintenant, si c'est au milieu d'une pièce de 1 heure où on a un tableau, c'est pas la même énergie. Et pour moi, c'est pour ça que je dis il y a une cohérence dans les milieux où ces cultures elles sont nées. Et il y a une énergie qui continuera à vivre là, peu importe ce que les gens ils décident d'en faire avec leur propre mission individuelle. Tu vois. C'est pour ça que je dis on n'a pas vraiment le pouvoir de redéfinir les cultures, mais après individuellement, on peut porter ces cultures où on le souhaite. Moi, je pense que chacun est libre après de ça, quoi. Je ne sais pas ce que je peux rajouter là, hein. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, moi, ce que j'ai envie de rajouter peut-être, c'est que c'est des chemins qui se croisent. À certains endroits, ça va se croiser, puis à certains endroits, ça va se séparer. Il y a des énergies qui sont similaires, parfois qui sont en opposition. Dans le crump aussi, il y a... comment dire, le crump, c'est vraiment en rapport avec des émotions qui sont profondes et que seul le crump peut amener ça. Dans le contemporain, ça pourra pas, ou dans le hip-hop, ça pourra pas, ou ce sera différent, ou amené d'une autre manière. Donc, en fait, pour moi, on peut presque pas dire le hip-hop, c'est contemporain, ou le crump, c'est hip-hop. Chacune a son identité et à des moments donnés, ça va se croiser parce que on peut s'inspirer les unes des autres. Peut-être qu'une a amené quelque chose dans un des styles et vice-versa en fait. Mais pour moi, c'est des croisements à certains endroits et à d'autres. Chaque danse a son identité qui fait que on peut pas toujours la comparer avec une autre ou la rejoindre avec une autre. Merci beaucoup.
Je vous remercie pour l'écoute attentive. Je remercie les intervenants et intervenantes. C'était vraiment super. Je remercie Cooper, Volto et le Théâtre du Crocheton pour permettre Existe. Et je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Pour nous, c'est un honneur de partager ce savoir qui, pour nous, nous semble très, très important. Donc, merci à ces 3 personnes qui font énormément. Pour nous, c'est vraiment magique de vous avoir réunis ensemble et d'échanger, de discuter et de permettre aussi à la nouvelle génération, comme les autres, d'en savoir plus sur vous et que vous êtes éthique et vos idées. Merci beaucoup tout le monde.